Mon frère et ma sœur ont attendu que notre mère oublie les codes de sa carte bleue pour se souvenir qu'elle existait. Le jour où ils ont voulu vendre sa maison pour son bien, j'ai compris qu'ils avaient déjà commencé à la dépouiller. Je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans, et depuis 4 ans ma vie tient dans un sac de courses, un pilulier du dimanche soir et les appels manqués de ma sœur. Je travaille comme technicien de maintenance dans une résidence étudiante à Limoges, avec des horaires jamais vraiment fixes, un dégât des eaux à 7 heures, une chaudière qui lâche à midi, une serrure bloquée au moment où je pense enfin rentrer. Le soir, je passe chez ma mère, Hélène, 81 ans, pour vérifier qu'elle a mangé autre chose que des biscottes et du fromage frais. Mon frère et ma sœur appellent ça le vivre encore chez maman dans ma tête. Moi, j'appelais ça tenir debout à deux. Ma mère habite toujours la maison que mes parents ont achetée au début des années 80, dans un quartier calme du côté de Beaubreuil, pas très loin d'une ligne de bus et d'une petite boulangerie qui a changé 3 fois de propriétaire. C'est une maison mitoyenne sans charme particulier pour un agent immobilier pressé, volet un peu passé, jardin de travers, carrelage froid dans l'entrée, cuisine étroite avec une table en formica, buffet lourd rempli de papier classé dans des enveloppes jaunies. Pour ma mère, ce n'était pas un actif immobilier. C'était l'endroit où elle râlait contre la bouilloire, où elle faisait réchauffer son café 3 fois au micro-ondes, où elle gardait les notices d'électroménager dans une boîte à biscuits, y compris celles des appareils partis à la déchetterie depuis 10 ans. Mon père est mort 6 ans plus tôt, un matin de février, sans grand discours. Après l'enterrement, tout le monde avait promis de rester présent. Claire, ma sœur aînée, avait pleuré dans la cuisine en disant « On va se relayer, maman ne doit pas se sentir seule ». Vincent, mon frère, avait posé sa main sur mon épaule « Tu m'appelles, hein ?» Pour n'importe quoi. Au début, il passait. Puis ils ont eu des dossiers urgents, des enfants malades, des trains supprimés, des week-ends déjà pris. Les messages sont devenus plus longs que les visites. Claire écrivait « Courage à toi, bisous à maman ». Vincent envoyait des cœurs et des « Je pense à vous » depuis Bordeaux, où il travaillait dans une société d'assurance. Moi, je n'étais pas plus vertueux qu'eux. J'étais juste là. J'avais le double des clés, j'habitais à 15 minutes en voiture, et quand le cabinet infirmier appelait pour décaler un passage, c'était mon numéro qui s'affichait. Quand la pharmacie préparait les ordonnances dans le petit sac blanc avec l'étiquette, c'était moi qui passais après le travail. Quand la CPAM demandait un justificatif, quand le dossier d'APA revenait avec une case manquante, quand la téléassistance envoyait une brochure incompréhensible, je m'asseyais à la table de la cuisine avec ma mère et on faisait les papiers ensemble. Hélène avait du caractère. Elle n'aimait pas qu'on parle d'elle comme d'une charge, encore moins devant elle. Elle disait « Je marche moins vite, mais j'entends encore ». Elle avait ses habitudes, ses colères minuscules, ses phrases qui coupaient net. Si je lui proposais une soupe toute prête, elle levait les yeux au ciel, j'ai connu les tickets de rationnement par ma mère, ce n'est pas pour finir avec un velouté en briques. Puis elle mangeait la soupe quand même, en ajoutant trop de poivre. Son corps, lui, avait commencé à trahir son humour. Les vertiges sont arrivés d'abord, puis les oublis. Pas d'oubli spectaculaire. Plutôt des factures EDF rangées avec les résultats d'analyse, la mutuelle confondue avec la taxe foncière, le pilulier du mercredi ouvert le lundi. Elle avait encore toute sa tête pour dire non, pour reconnaître le facteur et pour me rappeler que je n'avais jamais su choisir les tomates. Mais certains soirs, elle me demandait 2 fois si j'avais fermé le portail. D'autres fois, elle restait debout devant le buffet, une enveloppe dans la main, comme si le mot écrit dessus avait changé de sens. Je ne voulais pas voir plus que nécessaire. Je faisais comme beaucoup d'enfants adultes en France quand un parent vieillit, je colmatais. Un passage infirmier ici, une aide à domicile là, un rendez-vous chez le médecin traitant, un tapis antidérapant dans la salle de bain, un formulaire à la mairie pour une aide que personne n'explique vraiment de façon humaine. Je n'ai jamais prétendu que c'était idéal. Je dis seulement que ma mère voulait rester chez elle, et que, jusque-là, on pouvait encore organiser quelque chose autour de cette volonté. Tout a basculé un mardi de novembre. J'étais au sous-sol de la résidence étudiante, à genoux devant une fuite dans une salle de bain commune, quand mon téléphone a vibré. C'était Madame Perrin, la voisine de ma mère. Une petite femme de 74 ans, toujours en gilet, toujours polie, qui savait tout sans jamais avoir l'air de regarder. « Mathieu, votre maman est tombée dans le couloir. Les pompiers sont là. Elle parle, ne paniquez pas, mais venez. » J'ai coupé l'eau, prévenu mon chef, laissé mes outils dans un seau,
et j'ai roulé jusqu'à la maison avec les mains froides sur le volant. Ma mère était assise sur une chaise, très droite malgré la couverture sur ses épaules. Elle avait l'air vexée plus que blessée. « Je n'ai pas tombé comme une vieille, m'a-t-elle dit quand je suis entré. J'ai glissé comme une idiote. À l'hôpital, ils l'ont gardé 5 jours. Rien de dramatique, mais assez pour que le médecin parle d'un accompagnement plus sérieux. Ce sont des mots doux qui vous tombent dessus comme une porte métallique. Maintien à domicile. Évaluation de la dépendance. Risque de récidive. Capacité. Protection. On avait l'impression que ma mère devenait une série de cases à cocher. Claire est revenue le 3e jour. Elle est arrivée dans la chambre avec un manteau beige impeccable, un sac en cuir et cette façon qu'elle a de regarder autour d'elle comme si elle cherchait déjà qui allait mal faire les choses. Elle habite à Orléans, travaille dans la communication d'une entreprise de service, et s'est parlé longtemps sans jamais dire franchement ce qu'elle veut. Elle a embrassé maman sur le front, m'a serré le bras et a sorti un carnet. Il faut qu'on soit adulte, Mathieu. Quand Claire commence une phrase comme ça, quelqu'un va devoir payer la facture émotionnelle à sa place. Adulte comment? On ne peut plus faire du bricolage. Maman a besoin d'un cadre. Il faut envisager un EHPAD, peut-être temporairement, et regarder ce qu'on peut faire avec la maison. Ma mère a tourné la tête vers la fenêtre. Dehors, on voyait un bout de parking et un arbre sans feuilles. Je suis dans le lit, a-t-elle murmuré. Pas dans le cercueil. Claire a souri, ce sourire de patience qui m'a toujours donné envie de quitter la pièce. Personne ne dit ça, maman. On veut juste ton bien. Le soir même, Vincent a envoyé un message dans le groupe familial, après 3 semaines de silence. Claire m'a expliqué. Je pense qu'elle a raison. On doit penser à maman, pas à nos souvenirs. Mathieu, ne prends pas tout contre toi. J'ai relu la phrase plusieurs fois sur mon canapé, dans mon 2 pièces en location près de la gare des Bénédictins. Mon sac de courses était encore dans l'entrée, avec les yaourts de ma mère dedans. J'ai failli répondre trop vite. À la place, j'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai attendu que la colère redescende. J'avais appris cela avec ma famille, si je criais, ils ne retenaient que le volume, jamais les faits. À la sortie de l'hôpital, Claire s'est installée dans le rôle de la fille qui reprenait les choses en main. Elle téléphonait au service, demandait des devis, parlait d'EHPAD comme on compare des forfaits Internet. Elle avait des expressions toutes prêtes, charge mentale, solution raisonnable, anticiper, ne pas subir. Moi, je continuais à faire les courses, à régler les petits problèmes, à conduire maman chez le kiné, mais maintenant chaque geste semblait suspect. Un dimanche, on s'est retrouvés tous les 4 chez Hélène pour déjeuner. Ma mère avait tenu à faire un gratin de pommes de terre, même si elle avait dû s'asseoir 3 fois pendant la préparation. Vincent était venu en train, avec une boîte de chocolat achetée à la gare. Claire avait apporté une salade pour équilibrer. On mangeait à la table de la cuisine. Le pilulier était posé près de la cafetière, les ordonnances pliées dans le sac de pharmacie, et dehors le voisin taillait ça et n'importe comment, ce qui agaçait ma mère depuis 20 ans. Claire a attendu que les assiettes soient à moitié vides. J'ai regardé les prix des établissements dans le secteur. Ce n'est pas donné, mais si on vend la maison, on peut financer correctement. J'ai posé ma fourchette. On ne parle pas d'un placement, Claire. On parle de l'endroit où maman boit son café tous les matins depuis 30 ans. Justement, il faut arrêter l'affectif 2 minutes. Ma mère a levé les yeux. L'affectif, c'est moi, ou c'est la maison? Vincent a toussé dans son verre d'eau. On ne va pas se déchirer pour des papiers. Moi, je veux juste qu'on trouve une solution. Tu veux surtout qu'on trouve une solution qui ne te demande pas de venir le mardi chez le cardiologue, ai-je répondu plus sèchement que prévu. Il a rougi, Claire a serré les lèvres, et maman a changé de sujet en parlant de la haie du voisin. C'était sa manière à elle de dire qu'elle avait entendu assez de violence dans des phrases polies. Après ce repas, Claire a commencé à passer chez maman en journée, quand je travaillais. Au début, je l'ai su par ma mère. Ta sœur est venue. Elle a rangé le buffet. Le mot ranger m'a crispé. Dans cette maison, les papiers avaient un ordre qui ressemblait au désordre mais que ma mère comprenait. Les classeurs avec intercalaire étaient dans le bas du buffet, banque, santé, maison, impôts. Les factures EDF étaient dans une enveloppe bleue. La taxe foncière dans une pochette verte.
Les vieux papiers du notaire dans une chemise cartonnée attachée par un élastique fatigué. Quand je suis passé le soir, des dossiers étaient ouverts sur la table. Des enveloppes avaient changé de place. Le vide-poche de l'entrée contenait des tickets de carte bleue que je n'avais jamais vus. J'ai appelé Claire depuis la voiture. Tu cherches quoi exactement dans les papiers de maman? Bonjour à toi aussi. Claire. Je mets de l'ordre. Tu devrais me remercier, je fais ce que tu n'as jamais le temps de faire correctement. Je fais les dossiers avec elle depuis 4 ans. Oui, et regarde où on en est. Une chute, une maison dangereuse, et toi qui refuses de voir la réalité. Elle ne criait pas. Claire ne criait presque jamais. Elle posait les mots comme des objets propres sur une table sale. 2 jours plus tard, elle a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous avec Maître Giraud, le notaire qui avait déjà traité une partie des papiers après le décès de papa. C'est juste un rendez-vous d'information, a-t-elle dit dans le groupe familial. Il faut savoir ce qui est possible. Ne sois pas parano, Mathieu. Vincent a répondu dans la minute, bonne idée. Ça évitera les malentendus. Les malentendus. C'est comme ça qu'ils appelaient le fait de décider sans moi, et surtout sans écouter vraiment maman. Je suis allé la voir ce soir-là. Elle était dans la cuisine, en robe de chambre, en train d'essuyer la même tasse depuis trop longtemps. Son café avait refroidi dans le bol. Tu veux vendre la maison, toi, lui ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je veux qu'on arrête de parler au-dessus de ma tête. Ça, je peux l'entendre. Mais la maison? Elle a frotté la tasse encore une fois. Si quelqu'un emprunte sans demander, mais qu'il remet après, c'est pareil? J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pareil que quoi? Rien. Je dis des bêtises. Maman. Elle a posé la tasse avec précaution. Tu as assez de soucis. Cette phrase, je la connaissais. Dans notre famille, elle servait à enterrer les problèmes jusqu'à ce qu'ils remontent par les murs. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé le ticket. Il était coincé sous le sucrier dans le vide-poche de l'entrée. Un retrait de 600 €, effectué un mardi à 11h12 dans une agence bancaire du centre-ville. Ce mardi-là, ma mère avait eu la visite de l'infirmière à domicile à 11h et n'était pas sortie. Elle sortait rarement seule depuis sa chute, et quand elle le faisait, c'était pour aller jusqu'à la boulangerie, pas pour retirer une telle somme. Je lui ai montré le ticket. Maman, tu as retiré 600 €. Elle a pâli. Je ne sais plus. Peut-être. Tu en avais besoin. On a toujours besoin d'argent. Ce n'était pas une réponse, c'était une porte fermée. J'ai appelé Claire le soir même. Cette fois, je n'ai pas tourné autour du pot. Tu sais quelque chose à propos d'un retrait de 600 € sur le compte de maman? Le silence a duré une seconde de trop. Pardon? Un retrait. Mardi. Centre-ville. Tu fouilles maintenant? J'ai trouvé un ticket dans l'entrée. Tu deviens malsain, Mathieu. Vraiment malsain. Maman a le droit d'utiliser son argent sans te demander la permission. Elle n'est pas allée à la banque ce jour-là. Tu crois quoi? Que maman est ton territoire? Tu confonds amour et contrôle. C'est exactement pour ça qu'il faut un cadre extérieur. Elle a raccroché avant que je réponde. J'aurais pu foncer chez elle, appeler Vincent, vider mon sac sur le groupe familial. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma voiture, devant l'immeuble de ma mère, avec le moteur coupé et les mains sur le volant. La fenêtre de la cuisine était éclairée. Je voyais son ombre passer lentement derrière le rideau. J'ai compris que si je réagissais comme Claire l'espérait, elle me ferait passer pour le fils nerveux, possessif, incapable de lâcher prise. Le lendemain, au travail, j'ai dû réparer une porte de local à vélo qu'un étudiant avait forcée. Samira, ma collègue, m'a trouvé accroupi avec un tournevis dans une main et mon téléphone dans l'autre. Tu as une tête de facture impayée, a-t-elle dit. Samira avait 39 ans, 2 enfants, un humour sec et cette capacité rare à écouter sans prendre immédiatement le contrôle. Je lui ai raconté les grandes lignes dans le local technique, entre 2 seaux, une perceuse et une odeur de peinture. Elle n'a pas pris de grande inspiration dramatique. Elle a juste demandé. Tu as des preuves? Un ticket. Alors garde-le. Note les dates.
Arrête de plaider ta bonne foi auprès de gens qui ont intérêt à ne pas l'entendre. C'est ma sœur. Justement. Tu veux régler ça comme un frère blessé, elle te répondra comme une communicante. Réponds comme quelqu'un qui sait lire un dossier. Je n'ai pas aimé l'entendre. J'en avais besoin. 2 jours avant le rendez-vous chez le notaire, Madame Perrin m'a appelé. Mathieu, vous pourriez passer chez moi avant d'aller voir votre mère? Pas au téléphone. C'est mieux. Sa voix était basse, gênée. J'ai traversé la rue avec le sac de course encore à la main. Elle m'a fait entrer dans son couloir, pas dans le salon. Chez elle, ça sentait la cire et la soupe aux poireaux. Je ne veux pas faire d'histoire, a-t-elle commencé. Quand quelqu'un dit ça, c'est que les histoires sont déjà là. Elle a sorti une enveloppe Kraft d'un tiroir de commode. Votre mère m'a demandé de ne pas jeter ça. Elle m'a dit de vous le donner si ça tournait mal entre vous. Je n'ai pas bougé. Depuis quand vous avez ça? 3 semaines. Elle avait honte, vous savez. Pas peur. Honte. Le mot m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Je suis rentré dans ma voiture pour ouvrir l'enveloppe, parce que je ne voulais pas le faire dans l'entrée de Madame Perrin. À l'intérieur, il y avait des photocopies de relevés bancaires, des notes manuscrites au stylo bleu, une liste de dates où Claire était venue, et une lettre pliée en 4, avec mon prénom écrit d'une écriture tremblante. Sur les relevés, certains mouvements étaient entourés. Retrait au guichet. Achat en ligne. Un virement de 1 280 € vers une agence immobilière à Orléans. À côté, ma mère avait écrit, Claire dit avance pour moi, puis plus loin, loyer? Pas à moi. Il y avait des points d'interrogation partout, comme si elle avait essayé de rester raisonnable face à quelque chose qui ne l'était plus. J'ai lu la lettre en dernier. Mon Mathieu. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur qu'on se serve de ma fatigue pour faire comme si je n'étais déjà plus là. Ta sœur m'a demandé une procuration quand j'étais à l'hôpital, pour payer les factures si tu n'étais pas disponible. J'ai signé parce que je ne voulais pas vous opposer. Après, j'ai vu des choses que je ne comprenais pas. Elle m'a dit qu'elle remettrait, que c'était compliqué, que je ne devais pas t'inquiéter. Je n'ai pas su quoi dire. Une mère a honte quand son enfant lui prend quelque chose, même si ce n'est pas elle qui devrait avoir honte. Je veux rester chez moi tant que c'est possible correctement. J'ai parlé à Maître Giraud pour préparer un mandat de protection future. Je veux que ce soit toi qui m'aides pour les décisions si un jour je ne peux plus les prendre seul. Pas parce que tu es parfait. Parce que tu demandes avant de décider. Ne te laisse pas faire. Mais ne crie pas. Les papiers parlent mieux que nous quand la famille fait semblant de ne plus entendre. Maman. Je suis resté longtemps sans démarrer. J'avais envie de pleurer, de frapper le volant, d'appeler Claire et de lui demander comment elle avait pu regarder maman dans les yeux. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai plié la lettre, remis les relevés dans l'enveloppe et j'ai envoyé un message à Maître Giraud pour demander un rendez-vous avant la réunion familiale. Le cabinet du notaire se trouvait près du centre, dans une rue calme où les pas résonnaient trop fort. Maître Giraud avait 56 ans, une voix basse et des lunettes qu'il retirait quand il voulait être parfaitement clair. Je suis arrivé avec un dossier simple, les copies de relevés, le ticket de retrait, les notes de maman, la lettre, les dates des visites de Claire et le nom de Madame Perrin. Je ne veux pas accuser pour accuser, lui ai-je dit. Je veux que ma mère ne soit pas effacée de son vivant. Il a lu sans m'interrompre. Son visage n'a presque pas changé, mais son silence est devenu plus dense. Votre mère m'a effectivement consulté au sujet d'un mandat de protection future, a-t-il dit. Le document n'est pas encore activé, bien entendu. Il ne le serait que si son état le justifiait selon les formes prévues. Mais sa volonté est claire. Et la maison? Avant de parler de vente, nous allons parler de consentement. Il a marqué une pause. Quant au mouvement bancaire, ils appellent au minimum des explications. Avez-vous contacté la banque? Pas encore. Je l'ai fait le lendemain matin. Je n'ai pas demandé des informations auxquelles je n'avais pas droit. J'ai accompagné ma mère à l'agence, avec sa carte d'identité, après lui avoir expliqué ce que j'avais trouvé. Elle a mis son manteau bleu marine, celui des rendez-vous sérieux, et elle a insisté pour mettre du rouge à lèvres. Dans le bureau de la conseillère, elle paraissait petite mais droite. Je veux savoir qui peut toucher à mon compte, a-t-elle dit. La conseillère a vérifié, imprimé des documents,
prit un ton très prudent. La procuration accordée à Claire était active depuis l'hospitalisation. Elle permettait des retraits au guichet et certaines opérations en ligne. Ma mère a demandé sa révocation immédiate. Sa main tremblait en signant, mais elle a signé jusqu'au bout. En sortant, elle m'a dit. Je savais. Pas tout, mais je savais assez. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle a regardé la place devant la banque, les gens qui passaient avec leurs sacs, le bus qui soufflait à l'arrêt. Parce que quand une fille te fait honte, tu te demandes d'abord ce que tu as raté. Je n'ai pas trouvé de réponse qui ne soit pas trop petite. Le rendez-vous familial chez le notaire a eu lieu le vendredi suivant. Claire est arrivée la première, avec un dossier cartonné et une assurance presque lumineuse. Vincent était derrière elle, nerveux, le téléphone déjà dans la main. J'avais conduit maman. Elle était fatiguée, mais elle avait refusé de rester à la maison. On parle de moi, avait-elle dit. Je viens. Dans la salle d'attente, Claire l'a embrassé longuement sur la joue. On est tous là pour ton bien, maman. Ma mère a répondu. Alors laisse-moi une chaise confortable. Personne n'a ri, sauf moi, un peu. Le bureau de Maître Giraud était trop silencieux, comme souvent chez les notaires. Une grande table, des dossiers alignés, une fenêtre donnant sur une cour intérieure. Claire a commencé avant même qu'on soit tous assis. Je pense qu'il faut clarifier les choses. La maison devient une charge, maman n'est plus en sécurité, et Mathieu bloque parce qu'il culpabilise. On ne peut pas laisser une maison décider de la santé de maman. Vincent a hoché la tête. Je ne suis pas sur place, donc je fais confiance à Claire. Mais il faut qu'on avance. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon dossier devant moi. Maître Giraud a joint les mains. Nous allons avancer, en effet. Mais pas en commençant par la vente. Claire a légèrement froncé les sourcils. Pourtant c'est le sujet. Non. Le premier sujet est la volonté de Madame Hélène. Le deuxième est sa protection. Le troisième concerne certains mouvements bancaires récents. La pièce a changé de température. Claire a redressé le dos. Je ne vois pas le rapport. Il semble qu'une procuration bancaire ait été utilisée dans des conditions qui nécessitent des éclaircissements. Vincent a tourné la tête vers elle. Quelle procuration? Claire a soufflé, agacée mais encore maîtresse d'elle-même. Une formalité. Pendant l'hospitalisation. Mathieu n'était pas toujours disponible, il fallait bien que quelqu'un gère. J'ai sorti les copies et les ai posées sur la table, sans les pousser vers elle. Le ticket de retrait. Les relevés à noter. La liste des dates. Claire, ai-je dit, tu veux expliquer le paiement de 1280 € à ton bailleur avec le compte de maman? Elle a regardé les feuilles. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas trouvé la phrase parfaite tout de suite. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique. J'avais une difficulté ponctuelle. Je comptais remettre. Vincent s'est enfoncé dans sa chaise. Tu m'avais dit que Mathieu bloquait tout. Tu ne m'avais pas parlé de ça. Claire s'est tournée vers lui, presque outrée. Parce que ça ne te concernait pas. Ma mère a posé sa main sur la table. Le bruit était minuscule, mais tout le monde l'a entendu. Mon argent me concerne, Claire. Claire a changé de ton. Moins ferme, plus mouillé. Maman, je ne voulais pas te faire de mal. J'étais coincé. J'ai paniqué. Et puis tout ce que je fais depuis des semaines, c'est pour t'aider. Mathieu te monte contre moi. Maître Giraud l'a interrompu calmement. Madame Hélène m'a consulté avant cette réunion. Elle a exprimé une volonté claire concernant son maintien à domicile aussi longtemps que possible dans des conditions sécurisées. Elle a également souhaité préparer un mandat de protection futur désignant Mathieu. Ce choix doit être respecté. Claire a serré les dents. Donc c'est lui qui gagne. Ma mère l'a regardé, et il y a eu dans ses yeux quelque chose de plus triste que la colère. Je ne suis pas encore morte, Claire. La phrase est tombée sans éclat, sans théâtre. Juste assez lourde pour que plus personne ne puisse faire semblant. Claire a baissé les yeux. Vincent aussi. Moi, je fixais les papiers, parce que si je regardais ma mère trop longtemps, j'allais perdre le peu de calme qu'il me restait. Maître Giraud a repris, avec cette neutralité qui, ce jour-là,
a été plus utile que n'importe quel cri. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de mettre fin à une confusion dangereuse. La procuration a été révoquée. Les sommes non justifiées devront être remboursées selon un calendrier écrit. À défaut, Madame Hélène sera libre d'engager les démarches qu'elle jugera nécessaires, y compris auprès des autorités compétentes. Concernant la maison, aucune vente ne sera discutée sans consentement libre et éclairé de sa propriétaire. Claire a murmuré. « Vous allez me traiter comme une délinquante ?» Ma mère a répondu avant moi. « Non. Comme quelqu'un à qui je ne confie plus mon sac. » Ça, c'était Hélène. Pas une victime de brochure administrative. Ma mère. La réunion a duré encore 1 heure. On a parlé d'aide à domicile, de passages infirmiers, de téléassistance, d'un calendrier partagé que Vincent a mis du temps à comprendre mais qu'il a fini par accepter. Vincent a demandé combien ça allait coûter. Je lui ai répondu avec les devis, pas avec ma fatigue. Pour la première fois, il n'a pas pu se cacher derrière « je ne suis pas sur place ». Il a accepté de prendre en charge une partie des frais mensuels et de venir un week-end par mois, pas pour jouer au fils modèle, mais pour faire des choses précises, vérifier les papiers, accompagner à certains rendez-vous, passer du temps avec maman sans parler de vendre quoi que ce soit. Claire a signé un engagement de remboursement. Elle a évité une plainte immédiate parce que maman l'a décidé ainsi, pas par faiblesse, mais parce qu'elle voulait d'abord récupérer ce qui lui appartenait et retrouver du calme. Il a été mis par écrit noir sur blanc qu'elle ne gérerait plus aucun document, aucun compte, aucune démarche pour Hélène. Elle pouvait venir en visite, prévenir avant, rester sa fille. Mais elle n'avait plus accès aux clés ni aux papiers. En sortant du cabinet, Claire m'a rattrapé sur le trottoir. « Tu es content ?» J'ai regardé les voitures passer, les feuilles mouillées collées au bord du caniveau. « Non. Tu as toujours voulu être le préféré. » J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui rappeler les nuits aux urgences, les courses sous la pluie, les formulaires, les appels, les repas réchauffés, les dimanches sacrifiés. Mais je savais qu'elle transformerait tout en compétition. Tu peux dire pour son bien autant de fois que tu veux, lui ai-je dit. Ça ne rend pas le mensonge propre. Elle est partie sans répondre. Les semaines suivantes n'ont pas été miraculeuses. Rien ne s'est réparé comme dans un film. Claire a remboursé en 3 fois, avec des virements secs et aucun message. Vincent a commencé par oublier un rendez-vous avec l'assistante sociale, puis il s'est repris quand maman lui a dit au téléphone « Si tu promets pour faire joli, ne promets pas ». Il n'est pas devenu exemplaire. Il est devenu un peu moins absent, ce qui était déjà quelque chose. La maison n'a pas été vendue. Elle a été adaptée. On a installé une barre d'appui dans la salle de bain, retiré 2 tapis dangereux, mis en place la téléassistance. Une aide à domicile passe 3 fois par semaine. Le cabinet infirmier a un planning plus clair. Les papiers importants sont dans une pochette rouge, chez maman, avec des copies chez le notaire. La banque envoie désormais les relevés à maman, et elle me montre ce qu'elle veut me montrer. Je ne prends pas sa place. Je l'aide à la garder. Le plus difficile, finalement, a été d'apprendre à ne plus tout absorber. Pendant des années, j'avais confondu présence et disponibilité totale. Si le téléphone sonnait, je répondais. Si maman avait une inquiétude à 22 heures, j'arrivais. Si Claire ou Vincent me reprochaient quelque chose, je me justifiais jusqu'à m'épuiser. Un mercredi soir, 2 mois après le rendez-vous, ma mère m'a appelé parce que sa bouilloire faisait un bruit suspect. J'étais chez moi, en jogging, avec des pâtes dans une casserole et un film lancé depuis 10 minutes. Avant, j'aurais pris mes clés. Là, j'ai demandé. Elle chauffe encore? Oui, mais elle claque. Débranche-la. Je passerai demain. Il y a eu un silence. Tu ne viens pas ce soir? Pas ce soir. Ce soir, je rentre chez moi. Enfin, j'y suis déjà. Elle a soufflé, un peu vexée. Ton père aurait dit que les bouilloires modernes sont des capricieuses. Il aurait eu raison. Bon. Demain alors. Le lendemain, je suis passé après le travail avec une bouilloire neuve achetée au supermarché, du pain, des pommes et son traitement renouvelé. Elle m'attendait à la table de la cuisine, le pilulier près de la cafetière, un café tiède devant elle. La maison était toujours trop pleine, toujours mal rangée, toujours fragile.
Mais elle n'était plus un butin autour duquel on tournait. Elle était redevenue un lieu où une femme âgée vivait encore, avec de l'aide, des limites et sa voix. Ma mère a inspecté la bouilloire neuve comme si je lui présentais un locataire douteux. Elle est moche, a-t-elle dit. Elle chauffe l'eau. C'est le minimum. Je l'ai branchée, elle a ronflé doucement, puis s'est arrêtée toute seule. Maman a hoché la tête, à peine impressionnée. Elle fera l'affaire. Je me suis assis en face d'elle. Par la fenêtre, on voyait le jardin mal aligné, les volets passés, l'ail du voisin encore taillé de travers. Rien n'était parfait. Claire ne venait presque plus. Vincent appelait le dimanche soir et passait parfois. Moi, je continuais d'aider, mais je n'acceptais plus qu'on transforme mon aide en preuve contre moi. Ce jour-là, en regardant ma mère verser son café soluble dans une tasse ébréchée, j'ai compris quelque chose de simple, sans grandes phrases et sans pardon spectaculaire. Protéger quelqu'un, ce n'est pas disparaître à sa place. C'est l'aider à rester debout, même lentement, même avec des papiers administratifs, des limites écrites, des conversations désagréables et une bouilloire moche qui fonctionne. Claire avait voulu vendre la maison comme si maman était déjà sortie de sa propre histoire. Elle a perdu le droit de tenir le stylo. Vincent a perdu l'excuse de la distance. Moi, j'ai perdu l'habitude de demander pardon d'être celui qui était resté. Et Hélène, elle, est restée chez elle. Pas seule. Pas abandonnée. Pas idéalisée non plus. Chez elle, simplement, dans sa cuisine étroite, en train de râler parce que l'eau mettait 3 secondes de trop à bouillir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.